Alors, pour terminer, donc grand B, crossing over inégal et duplication de gènes. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, donc au cours de la prophase 1 de méiose, un crossing over inégal entraîne un échange de portions de chromatide inégales. Un chromosome se retrouve avec une portion de chromatide en double exemplaire, avec donc 2 fois le même gène, alors qu'elle a été perdue chez son homologue. Donc là, il faut faire un schéma, il faut savoir le faire. Et donc du coup, il faut dessiner un crossing over inégal. Donc pour cela, on va dessiner donc un crossing over. On va placer un gène A et un gène B. Donc par exemple, un gène A ici avec les allèles grand A et un gène B avec les allèles grand B. Et on va prendre donc un autre chromosome et on va le dessiner donc de manière inégale. Donc on peut mettre grand A, grand B aussi. Et de manière inégale, ça va donner quelque chose comme ça. Un grand A et un grand B. Donc voici la prophase 1, donc un crossing over inégal. Crossing over inégal. Au cours de l'anaphase 1, donc il va y avoir une séparation dans 2 cellules différentes et on va regarder un petit peu les chromosomes que l'on va obtenir si justement d'ailleurs ça se casse donc au niveau de ce chiasma. Donc on va avoir dans une cellule le chromosome bleu, comme ceci, avec du coup A. Et c'est là que c'est intéressant, comme il est inégal, il va récupérer un plus long morceau du chromosome rouge sur lequel il y a encore ce gène A. Et ça nous fait ça pour le chromosome bleu dans la première cellule. Et dans l'autre cellule, on va avoir le chromosome rouge, grand A, grand B, et là, il n'y a plus du tout le gène A, et on se retrouve avec juste le gène B, allèle grand B. Voilà. Après, donc du coup, lors de la deuxième division, il va y avoir la séparation des chromatides. Et au final, eh ben, si est transmis à la descendance, donc du coup, cette chromatide, donc ici on a une chromatide avec le gène A dupliqué. Ici, on a une chromatide sans gène A. Au final, donc du coup, si c'est cette chromatide qui est transmise à la descendance aura un gène A en 2 exemplaires. Donc voilà comment un crossing over inégal peut entraîner donc une duplication de gènes. Alors ce qui est intéressant, c'est que la duplication de gènes peut être une source de diversification donc, du génome. Donc source de diversification. Et ça, il faut savoir donc l'expliquer. Et l'exemple qu'on trouve dans votre livre, c'est sur l'amylase salivaire. Donc on va regarder un petit peu les documents du livre. Donc l'amylase salivaire, c'est une enzyme permettant d'amorcer dès le début du tube digestif la digestion d'un composant majeur de l'alimentation humaine qui s'appelle l'amidon. Donc une étude cherchant à caractériser la variation individuelle de la sécrétion de cette enzyme a mesuré la quantité d'amylase présente dans la salive de 50 personnes. Donc ici, on a les 50 individus et on se rend compte que la quantité d'amylase est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Donc tous ces individus sont nord-américains. Troisième document, le document C.
Donc, c'est la mise en évidence chez un individu asiatique du nombre de copies du gène AMI1 sur ces deux chromosomes 1. Chaque association de deux sondes, rouge et verte, identifie la copie d'un gène. Et du coup, on se rend compte ici qu'il y a plusieurs copies de ce gène. Donc ici, ça fait 1, 2, 3, 4 copies. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 copies pour cet autre individu. Donc tous les individus ne possèdent pas la même quantité de gènes AMI1, qui est donc responsable de la synthèse d'amylase salivaire. On se rend compte aussi que, si ce document dit, qu'il y a la quantité d'amylase salivaire en fonction du nombre de copies du gène AMI1 pour 50 individus nord-américains. On se rend compte en fait que ceux qui produisent beaucoup d'amylase, par exemple comme ce point-là, donc 6 mg par millilitre, en fait ils ont beaucoup de copies de ce gène. Donc là, lui, il a 15 copies de ce gène. Et ceux qui en ont peu, ici, qui ne produisent que 2 mg, ils ont environ 4 copies de ce gène. Et on a une proportionnalité entre la quantité d'amylase et le nombre de copies de ce gène. Dernier document, qui est la répartition du nombre de copies du gène AMI1 dans deux populations à régime alimentaire différent. Donc en rouge, on a ceux qui ont un régime alimentaire pauvre en amidon, et en bleu, ceux qui ont un régime alimentaire riche en amidon. Donc si on regarde un petit peu la répartition donc, du nombre de copies, la répartition de la proportion des individus en fonction du nombre de copies, on se rend compte que ceux qui ont un régime pauvre en amidon, en fait, ont en moyenne peu de copies du gène, puisque ça nous fait une courbe un petit peu comme celle-là. Ceux qui ont par contre un régime donc riche en amidon, eux, ont davantage, en moyenne, de copies de ce gène. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cet exemple de l'amylase salivaire? Donc, il faut retenir que dans la population qui a donc un régime alimentaire riche en amidon, les individus possèdent plusieurs copies du gène codant l'amylase salivaire. Ils produisent donc plus d'enzymes dégradant l'amidon que les individus d'une population ayant donc un régime alimentaire pauvre en amidon. Il faut retenir que ces copies ont été obtenues par des phénomènes de duplication de gènes. Alors la suite. Donc l'histoire, en fait, il y a aussi une dernière chose à connaître, c'est l'histoire des familles multigéniques. Alors, des exemplaires dupliqués d'un même gène peuvent accumuler des mutations au cours de l'évolution et devenir ainsi un petit peu différents. Donc là, ce n'est pas le cas de l'amylase salivaire où tous les gènes dupliqués étaient les mêmes et produisaient toujours le même type de molécules. Ici, donc, il y a des duplications de gènes, mais ces gènes deviennent différents au cours de l'évolution. Et au final, on dit que ces gènes forment une famille multigénique. Donc le cas à connaître, c'est le cas des globines que vous avez vu en TP et sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais par contre, sur ce schéma, par contre, il faut savoir le refaire. Donc pour vous l'expliquer, donc ici, on avait un gène ancestral unique. Ce gène ancestral a été dupliqué. Donc là, ils ont choisi de le faire sur une duplication sur un autre chromosome, mais on pouvait très bien le faire une duplication sur le même chromosome. On aurait pu la représenter, par exemple, comme ceci. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Comme ceci, donc une duplication sur un même chromosome. Après, pareil, au cours du temps, au cours des millions d'années, des milliers ou des millions d'années, il va y avoir une accumulation différente des mutations.
pas forcément le même nombre de mutations, pas forcément en même temps. Et au final, on va obtenir des gènes qui se ressemblent, mais qui sont au final devenus un petit peu différents. Et ces deux gènes, qui sont apparentés, appartiennent à la même famille multigénique. Donc ici, on a deux gènes apparentés. Et c'est ce que vous avez vu donc en TP, avec les gènes qui codent les globines, donc qui se ressemblent et qui ont donc une origine commune. Et ces gènes apparentés forment donc des familles multigéniques.